Bonjour, nous sommes le mercredi 1er octobre 1er novembre, je m'excuse, 1er novembre. 1er novembre 2023, avec une météo qui semble bonne par rapport à celle d'hier, parce qu'hier il faisait fort humide et sombre toute la journée, donc on a un peu plus d'éclaircies. Aujourd'hui le ciel est un peu plus dégagé, malgré qu'il y a un petit peu de nuages, bon, il y a des nuages blancs, mais le ciel est éclairé, on a des éclaircies au niveau du ciel. Alors ici, cette vidéo aussi va concerner un erratum. Un erratum, puisque je me suis rendu compte que je m'étais trompé, mais je l'ai mis en remarque, hein, c'est pas ça, mais malgré tout, je veux reconstruire le triangle des vitesses, puisque en fait, bon, je m'étais trompé dans l'équation, mais ça n'avait pas d'impact. Ça n'avait pas d'impact, pourquoi? Parce que, voilà, quand on faisait une projection, voilà, on trouvait, il y avait une des vitesses qui s'annulait, donc ça n'avait pas d'impact. Voilà, dans le calcul, on va dire ça comme ça. C'était pas trop grave, c'est pas une erreur très grave, mais simplement je voudrais bien quand même refaire cette erreur parce que c'est quand même une erreur, je vais dire, d'explication. Donc ici, je vais remodifier, remettre ça à plat. Alors je mettrai un lien par rapport à l'erratum, hein, bien sûr. Je vais pas laisser, je vais dire, un erratum tout seul, sans lien avec, voilà, là où il y a l'endroit où il y a eu l'erreur. Donc je ferai un lien avec la vidéo qui est correspondante et d'expliquer que j'ai l'erratum ici. Alors, en même temps, je vais en profiter pour donner deux, trois petites explications aussi euh, complémentaires par rapport à ce qui avait été vu. Euh, voilà. Alors, ceci étant dit, erratum concernait, donc je vous rappelle qu'il y avait un point matériel, voilà, qui provenait d'un endroit donné, hein, peu importe d'où il venait. En tout cas, on avait un point matériel. Alors là, on avait une surface fixe. Attention, surface fixe avec un point d'impact. Et puis, bon, ce point matériel, animé d'une certaine vitesse et ayant une certaine masse, avait une certaine quantité de mouvement. Et donc ce point matériel, bon, qui semblait provenir d'un endroit, voilà, repartait, voilà, avec un certain angle par rapport à la normale. À la normale, donc le point d'impact était ici, par exemple. Voilà, je vais chercher la normale à la surface S. Alors, je peux vous dire que la normale, c'était un plan, hein. Je m'excuse. La surface S, c'était un plan. Voilà. Définit, la surface S définit un plan bêta. Mais le point matériel ainsi que voilà, le point matériel ainsi que on va dire, son rayon incident, son rayon réfléchi, on parle comme ça en optique, hein, mais ici on n'est pas en optique, mais c'est pour bien faire comprendre, c'est pour donner des noms, voilà, à PMI, voilà, de telle façon j'ai des noms, j'ai la normale, voilà, j'ai un rayon incident, un rayon réfléchi, et j'en profite pour faire une analogie avec l'optique. Là, on a un angle d'incidence ici par rapport à la normale et un angle, euh, voilà, ici un angle réfléchi. Alors ça, c'est en optique quand on a des miroirs, par exemple un miroir plan, par exemple, voilà, on a une réflexion par rapport au miroir plan. Voilà. Euh, alors là, on a, comme je vous ai dit, un second plan, voilà, qui est bêta. Je m'excuse pas bêta, parce que bêta, je l'ai déjà nommé. Je l'appelais alpha. Voilà, alpha. Alpha qui contient PM, RI, RRI et la normale. Voilà. Et alors, l'intersection des deux plans donnait. euh, voilà, l'intersection de deux plans formait l'axe X. Alors, on pouvait former l'axe X avec l'intersection des deux plans. Et alors, l'axe Y, mais l'axe Y, c'est bon, donné par la normale. Elle est supportée par la normale. Donc j'aurai l'axe Y. Donc, et là, l'origine sera le point d'impact O. Et donc, bien sûr, ici, vous retrouverez un angle complémentaire à R. Vous êtes 90 moins R. Et ici, vous retrouverez 90 moins I. Et ici, le but du problème, c'est que on avait... de toute façon, je vais renvoyer le lien parce que tout est expliqué dans la vidéo précédente. On a une vitesse V1. Bien sûr, le point matériel a une masse M. Et donc là, on a une vitesse V1
Bon, la masse n'a pas changé. Et là, elle repart avec une vitesse V2. V2. Voilà. Et ça, pour l'instant, je m'étais pas trompé là-dessus. C'est pas ça que je me suis trompé. Je vais vous montrer là où je me suis trompé que je vais rectifier. Voilà. Et donc, là, on avait quoi? Euh, une réaction du sol qui était perpendiculaire parce qu'il n'y avait pas de frottement. Voilà, c'est la réaction R. Mais on avait aussi, voilà, comme on a un impact. Et là, attention, c'est déjà la première remarque que je voulais faire. C'est pas une erreur que j'ai dit, mais bon, là, on a un vecteur percussion ou un vecteur impulsion que je vais appeler P, vecteur percussion. Alors pourquoi on a une percussion? Mais c'est à cause de la surface. Hein. Il vient frapper la surface. Alors, s'il frappe la surface, ben, il y a une déviation. Il y a une déviation tout simplement. Il y a une déviation. Voilà. Alors, ce vecteur P, ben, c'est là que, bon, il fallait faire attention. Et c'est là que j'avais introduit une petite erreur, qui est petite parce que je n'ai pas utilisé cette équation-là, parce que je vous ai dit que une des deux vitesses annulait, donc tout le restant est bon de la vidéo. Hein. Donc, ici, qu'est-ce qu'on pouvait dire que le P, vecteur P égale, qui est voilà, l'impulsion. Je vous rappelle qu'en mécanique, une impulsion peut être ceci. Hein. En tout cas, c'est l'intégrale de F dt, qui est égale à la variation de la quantité de mouvement, ou voilà, la variation de quantité de mouvement, qu'on appelle le moment linéaire d'une masse m. Voilà. Donc, une impulsion, ça peut être ça, ou ça peut être ceci. Bien sûr, c'est l'air, hein, on calcule l'air voilà, sous la courbe. Bien sûr, là, vous avez le temps, là, vous avez la force, voilà. Mais on peut calculer l'air, voilà, d'une impulsion qui est comme celle-ci. Mais une vraie impulsion, comme on entend dans les signaux, un signal d'impulsion, c'est pas ça. Hein. C'est ni ça, ni ça. Mais en mécanique, on permet de se dire que ça, c'est une impulsion aussi. Hein. Voilà, calculer l'intégrale l'air de F de t, c'est une impulsion. C'est une impulsion de force. Parce qu'une vraie impulsion, comme j'ai toujours dit, une vraie impulsion, c'est ceci. Boum. Voilà, ça va vite, c'est un signal qui monte très vite, qui redescend très vite. Voilà, voilà, boum. Voilà, ça va vite. Et, un signal comme ceci en fonction du temps, ben, les automaticiens appellent ça une impulsion. Et ça, c'est une vraie impulsion. C'est pas un signal carré ni un signal rectangulaire. Voilà. Mais en mécanique, voilà. Mais de toute façon, ici, c'est quand même une impulsion de choc. Hein, parce que la durée est très petite. Là, la durée au niveau de l'impact est très petite. Donc, on a un choc avec un delta t voilà, qui tend vers 0. Hein. C'est un delta t qui tend vers 0. Donc là, on a une vraie impulsion. Ça fait pop. Voilà, c'est le choc qui ne va pas rester. On n'a pas un signal rectangulaire ou un signal carré au niveau de la force, en fonction du temps. Donc ici, c'est une vraie impulsion. Mais en mécanique, l'impulsion de force, c'est tout simplement l'intégrale de F dt. Hein. Peu importe si le signal est rectangulaire ou carré. C'est pas comme en automatisme. En automatisme, une impulsion, c'est une impulsion. Le signal impulsionnel, c'est le signal impulsionnel. C'est rien d'autre. Hein. C'est pas un signal carré ni rectangulaire. Voilà. C'est pour vous dire que certains domaines sont plus puristes au niveau de la notion des signaux. Par contre, ici, en mécanique, que vous ayez un signal rectangulaire ou carré au niveau de l'intégrale de F de t dt, ça reste une impulsion, même si le signal est carré. Mais ici, dans ce cas-ci, c'est une vraie impulsion parce que c'est un impact d'un point matériel sur une surface fixe. Et bon, ça se passe vite. Hein. L'impact, il ne va pas se faire pendant 2 secondes. Hein. Bon, c'est un temps delta t qui tend vers 0. Voilà, ceci étant dit, là où je m'étais trompé, bon, pour l'instant, l'erreur, j'ai pas fait d'erreur jusqu'à présent. Je m'étais trompé juste là-dessus. C'est au niveau du triangle de vitesse. Donc, quand on regarde ici, la vitesse, V1. Donc, je vous rappelle que la quantité de mots, l'impulsion, P, P, enfin, ici c'est le vecteur, c'est un vecteur P de, voilà, qui est un vecteur d'impulsion, P est égal à M, V2, moins M, V1. Et ça, on sait déjà traiter ça vectoriellement. Hein. Voilà. Alors moi, j'avais dit que, bon, je divisais par M, voilà, pourquoi pas. C'est V2 moins V1. Et là, comme ça, je traite directement les vitesses.
Voilà. Et là où je m'étais trompé, bah, j'avais marqué PM égale quoi? J'avais marqué, je crois que c'était l'erreur que j'avais faite, c'était ça, alors que c'est pas ça. C'est pas V1 égale PM plus V2. C'est une erreur, ça. C'est pour ça que j'arrivais pas à construire mon triangle. Et je me suis rendu compte que c'était à cause de ça que je n'arrivais pas à construire mon triangle de vitesse. Qui n'était pas bon d'ailleurs, hein, et que je vais refaire ici. Voilà. Alors, là, parce que c'est toujours vitesse finale moins vitesse initiale. Alors, je rappelle que la vitesse initiale, elle est ici. C'est V1. Et la vitesse finale, c'est V2. Le final, voilà. Là, on a ce qu'on appelle un choc angulaire. On a un choc angulaire. On n'a pas un choc central. On n'a pas un choc central. Attention, c'est pas un choc central. Alors, je vais montrer dans un petit instant la différence entre choc angulaire et choc central. Euh, Là, donc, ça c'est après. Hein. Je vais montrer ceci après. Mais, pour l'instant, je vais modifier mon erreur. Donc, que vaut P? On a P sur M moins V2 égale, vectoriellement, il n'y a pas de projection ici, voilà, égale V1, voilà, c'était ça, voilà, c'était ça. En vectoriel, c'était ça, PM moins V2 égale V1. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut traiter. Alors, ça veut dire que, bon, si j'ai la vitesse qui vient, une vitesse comme ça, une vitesse, si la vitesse V1, c'est la vitesse qui arrive, elle arrive comme ceci. Donc ça c'est le vecteur vitesse, hein. Attention c'est un vecteur. Je l'ai mis en grand tout simplement. Vecteur vitesse V1. Voilà. Alors on a le vecteur vitesse V2. Voilà. Donc connaissant V1, V2, je peux trouver P sur M. Puisque vectoriellement P sur M, alors faisons pas l'erreur parce que c'est PM. Ah oui, attention qu'ici je me trompe. Je me trompe en cours. Ça c'est l'erreur que j'avais faite je crois. C'est l'erreur que j'avais faite. Voilà, moi je rectifie mon erreur. Voilà, c'est PM plus V1. Voilà. PM plus V1 égale V2. Voilà. Là, c'est la correction de l'erreur. Là, j'ai corrigé l'erreur d'auparavant, que j'avais fait dans la vidéo précédente. Donc, à partir de là, PM plus, alors faisons pas l'erreur, parce qu'il faut que j'aille voir, plus V1 égale V2. Voilà. Ça, cette fois-ci, c'est bon. Alors maintenant, je peux voir que bien construire ce... alors, si PM plus V1 égale V2. Alors, donc, moi, ce que je vais faire ici, pour trouver PM, sachant que bien sûr, on a V1 égale V2, on a une conservation de l'énergie cinétique. Alors, c'est-à-dire que 1 demi mv carré 1 est égal à 1 demi mv carré 2, donc en norme, V1 égale V2. Voilà. Les directions, il fallait démontrer que I égale R, ça avait été fait, donc on sait bien que l'angle d'incidence ici égale l'angle de réflexion ici. Sinus I égale sinus R, ça avait été démontré par des triangles de vitesse. Alors, on a V1, V2, voilà, on a même une projection sur un axe X qui donnait les vecteurs tangentiels. Donc on avait un triangle de vitesse. Hein. Voilà, si on projetait, on avait un triangle de vitesse. Voilà, ici on avait le complémentaire de R, et ça c'était le complémentaire de I. Donc on avait voilà, des triangles rectangles. On savait trouver sinus I, sinus R par rapport à la norme de V1, V2. Bon, on savait tout trouver. Ça, c'est pas un problème, ça. C'est pas le problème. Voilà. Maintenant, moi, ce que je m'intéresse, c'est au triangle de vitesse de celui-là. Alors, comment faire? Alors, je rappelle que c'est V2 moins V1. Alors, V1, il est comme ceci. Voilà. Alors, V2, c'est pas tout à fait... C'est bon, mais comme ceci. Là, ça c'est moins V1. Voilà, moins V1, mais maintenant si je les mets côte à côte,
G moins V1 ici. Voilà, c'est un représentant de moins V1 que je mets à l'extrémité de V2. Et là, on trouve PM sur V. PM, voilà, là le PM, P sur M. Le P sur M, ben le voilà. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que la norme de V1 égale la norme de V2. Ce qui veut dire que voilà, la distance qui est là, OA, en norme, est égale au OB. Donc OA égale OB. Donc vous avez un triangle isocèle ici. Ici, ça va créer un triangle parce qu'ils ont même norme. Et alors le I égale R aussi. Hein. Le I égale R. Voilà, le I égale R. Donc ici, on a deux triangles isocèles. Et donc, on peut trouver le PM. Et là, on a bien un vecteur qui est perpendiculaire à S. Donc, ce P sur M va se mettre sur, voilà, sur la normale. Ouais, attention qu'ici, je peux mettre même mettre P sur M. Là, j'ai mis P, mais je peux diviser par M. Donc, il sera beaucoup plus petit. Voilà, c'est P sur M. Qui vaut, et c'est P sur M qui vaut, c'est pas P, mais c'est P sur M qui vaut, ici j'ai représenté P sur M qui vaut V2 moins V1. V2 moins V1, la différence de vitesse en vectoriel, V2 moins V1 égale P sur M. Et cette fois-ci, j'ai le triangle de vitesse parce que, bon, j'avais donné une explication qui n'était pas bonne au niveau du triangle de vitesse parce que mon équation n'était pas bonne. Tout simplement, je m'étais trompé dans l'équation. Je m'en suis rendu compte par après que je m'étais trompé dans l'équation. Parce que, bon, j'avais d'autres explications à donner, donc j'essayais d'expliquer très vite le triangle de vitesse. Mais voilà, avec une erreur dans l'équation, donc c'est normal que si j'ai une erreur dans l'équation, mon triangle de vitesse est mauvais et que quelque part ça cloche. Voilà, maintenant tout est rétabli, tout est dans l'ordre pour les atomes que je mettrai en lien avec la vidéo qui est correspondante. Maintenant, j'ai une deuxième remarque à faire, mais ça c'est une remarque, c'est pas un erratum. Voilà, quelle est la différence entre le choc angulaire et le choc central? Le choc central, ben, voilà, je considère qu'il n'y a pas de frottement. Voilà, que c'est un choc parfaitement élastique et tralala, c'est-à-dire qu'il y a conservation de l'énergie cinétique. Donc, voilà, on a M1, on a deux masses là. Bon, et puis on a un choc. Donc on a un avant, un avant choc et un après choc. Alors là, on aura toujours M1. Bon, la masse n'a pas changé, sauf voilà parce que voilà, il n'y a rien qui s'est dégradé. Voilà, on a juste un choc central qui est un choc central parce que voilà, le choc a lieu dans la ligne d'action qui relie les centres de gravité. On va dire ça comme ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Là, ben, on aura une conservation. Ça, vous le savez très bien parce que j'ai dit que c'est un choc élastique, parfaitement élastique. Conservation de l'énergie cinétique. Bon, ça, vous le savez très bien comment ça se passe. J'ai pas besoin d'expliquer ça. Par contre, au niveau de la quantité de mouvement, j'ai, si celui-ci est animé d'une vitesse V1, celui-ci V2, là c'est grand V1 après le choc, là grand V2, ben, vous savez très bien que M1 V1 plus M2 V2 sera égal à M1 V1 plus M2 V2. Là, ça veut dire qu'on a une conservation de la quantité de mouvement ou du moment linéaire de la masse, des masses. Ou si vous voulez, on peut même dire qu'on a une conservation de l'impulsion. Voilà, là c'est un choc central. Maintenant, attention, pour un choc angulaire, c'est pas tout à fait la même chose. Ici, c'est un choc angulaire. C'est pas un choc central. Il y a voilà, un changement de direction.
Pourquoi? Parce qu'il y a un impact dû à quelque chose. Mais voilà, ici, en l'occurrence, ça peut être une machine qui vient frapper pour changer la direction voilà, d'un point matériel. Hein, une machine, voilà, comme on retrouve des caisses qui sont changées de direction dans les usines par des, voilà, on va dire des machines pneumatiques. Si c'est des petites charges, c'est des machines pneumatiques qui font ça. Voilà, qui poussent par exemple une caisse et qui changent la direction de la caisse par exemple en angle droit. Ou alors on peut avoir un ballon de football qui est frappé, bon, et qui est dévié par un pied. Voilà, et donc là, à ce moment-là, il y a une force qui intervient. Et donc, et si vous avez un obstacle, comme ici, ben, le point matériel, il va frapper voilà, le plan, qui est comment on appelle ça, une surface. Une surface ici, je vous rappelle que c'est une surface fixe et pas mobile. Voilà, c'est une surface fixe. Et donc, il y a un changement d'angle. Donc, on a ce qu'on appelle euh, on va dire un changement d'angle, c'est-à-dire c'est un choc angulaire, puisque il va y avoir un changement d'angle. Alors, c'est plus comme un choc central. Hein. Voilà, là, on a la conservation de la quantité de mouvement, conservation de l'impulsion. Ben, pour un choc angulaire, vous aurez compris qu'il y a un vecteur qui va intervenir. Hein. En choc angulaire, mais il y a une force, il y a une variation. Voilà, on a voilà, ici, pourquoi donc on aura mv2 moins mv1. Alors là, on a une impulsion. On a une impulsion due à une variation de quantité de mouvement. Alors, une variation de P. Parce que Q, c'est pas la. J'appelle Q quantité de mouvement, mais c'est pour. Quand je dis Q, c'est quantité. euh, bon, quand je mets Q, c'est quantité de mouvement ou moment linéaire par rapport à d'une masse. Un moment linéaire d'une masse. Euh, euh, mais en vérité, c'est P. Hein. Voilà. Delta P. Où P est égal à MV. Et là, il y a une variation. Alors, quelle est la différence entre l'un et l'autre? Entre le choc angulaire et le choc central? Il y a quand même une différence. Hein. C'est quoi? C'est qu'ici, il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force qui est introduite. Voilà, donc ça veut dire qu'ici, quelque part, on a un système isolé. Voilà, on n'a pas de force extérieure. On a juste un choc entre deux masses. On n'a pas de force extérieure. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on va dire que le vecteur quantité de mouvement d'un système, on va dire comme celui-ci, isolé, ben, il reste constant. Et donc, ça veut dire que le centre d'inertie d'un tel système, soit au repos ou en mouvement rectiligne uniforme. C'est dans un système isolé. Par contre, ici, là, le système, il n'est pas isolé. C'est un système non isolé. Parce qu'il y a une force extérieure qui agit. Voilà, c'est la force F. Par exemple, comme je vous l'ai dit, c'est un pied qui vient frapper un ballon de foot, un ballon qui était tranquillement à une certaine vitesse. Bon, il y a un pied qui vient interagir, c'est donc il y a une force. Ou alors, comme ici, le point matériel, il fait une certaine vitesse V1 tranquille, et puis tout d'un coup, il y a un obstacle qui est là. Ben là, il y a une force qui va interagir, qui est voilà, un vecteur P, vecteur de percussion, d'impulsion, qui va intervenir. Et donc là, le système n'est plus isolé, là, parce que bon, il y a une force qui interagit due à l'impact du point matériel sur sur le plan. Donc là, le système n'est plus isolé ici, parce qu'il y a une force. Et donc là, on n'a pas, on va dire pour ainsi dire, on a une variation de quantité de mouvement. On a une variation qui est mv2 moins mv1.
et une force apparaît. Une force apparaît. Donc, cette force sera égale à mv2 moins mv1. Alors que là, on a une pure conservation dans le système isolé. En choc central, on a une pure conservation de la quantité de mouvement. Mais aussi, comme on a un choc parfaitement élastique, on a une conservation de l'énergie cinétique aussi. Et donc, ces deux équations-là concourent à trouver n'importe quelle vitesse connaissant certaines vitesses, à trouver la masse connaissant les vitesses. On peut tout trouver ici. Soit on peut trouver V1 connaissant V2, grand V1, grand V2. On peut trouver petit V2 connaissant V1, petit V1, grand V1, grand V2. On peut trouver beaucoup de choses. On peut trouver l'énergie cinétique de la masse M1. On peut trouver l'énergie connaissant, bien sûr. Il faut pas qu'on ait, faut qu'on ait des équations avec des données, hein, parce que bon, si on a trop d'inconnus, vous savez très bien que ça ne marche pas. On ne sait pas trouver s'il y a trop d'inconnus, on ne sait pas trouver. Il faut quand même un minimum de données pour pouvoir avoir des équations et trouver, je veux dire, des réponses à tout ça. Donc il faut, on va dire, prendre en compte qu'il existe, par exemple dans le système choc central, c'est un système isolé, alors que là, dans ce cas-ci, on a une variation de quantité de mouvement, parce qu'on a un système non isolé, puisqu'il y a une force qui intervient. Alors, je vous rappelle que un système est isolé si on a la somme des forces extérieures qui est égale à 0. Là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interaction de force sur le système en cours, qui est pris en cours, qui est pris en compte, le système qui est pris en compte. Je vous remercie.